Bonjour à tous et merci pour l'introduction. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter essentiellement les définitions associées à cette thématique et les aérosols semi-volatiles. Donc on va commencer par décrire qu'est-ce qu'un aérosol avant de parler ensuite de la volatilité. Donc un aérosol, contrairement à ce qu'on peut penser, puisqu'on a chacun chez nous une petite bombe aérosol qu'on utilise pour diverses propriétés, c'est défini en santé au travail comme un mélange de particules liquides ou solides en suspension dans un gaz. Donc ici, vous avez représenté le gaz en couleur un peu jaune et les particules en couleur verte. Donc comme c'est défini, l'aérosol, il y a deux entités à l'intérieur, les particules et les gaz. Historiquement, ces particules et ces gaz ont été investigués dans les lieux de travail de manière différente. Ils ont effectivement des propriétés qui sont très différentes et ils peuvent être définis aussi de manière différente. Par exemple, les particules peuvent être définies par leur forme. On va pouvoir retrouver des particules plutôt fibres, comme le cryosotile, ou des particules qui vont être sphériques, comme par exemple les fumées de soudage ou les particules liquides d'hexadécane. Les suies sont aussi un peu sphériques et on va pouvoir les retrouver en grappes. Et des particules vont avoir des formes un peu plus variées, comme on peut voir pour les particules prélevées sur la taille de pierre. Les particules peuvent être aussi définies par leur taille. Elles vont avoir une taille très variée. Elles peuvent avoir une taille inférieure à la taille d'un virus, de l'ordre de 0,01 micromètre, et une taille beaucoup plus grosse de l'ordre du diamètre d'un cheveu. À titre de comparaison, c'est comme si on mettait dans la même catégorie quelque chose qui faisait 1 cm et la même chose qui fait une centaine de mètres. Donc ça explique aussi, vous allez le voir par la suite, que quand on dit particules, on parle de choses qui ont aussi des propriétés physiques très différentes. Les particules et les gaz peuvent être définis par leurs propriétés physiques, la température, la viscosité, la pression par exemple, et par leur composition chimique. Si on regarde un peu plus dans le détail la composition chimique des aérosols, on va pouvoir regarder la composition chimique des gaz. Donc on va retrouver les gaz que tout le monde connaît, le diazote, le dioxygène, le dioxyde de carbone et d'autres composés inorganiques. Et on va pouvoir aussi retrouver des composés organiques, comme par exemple le formaldéhyde. La composition chimique des particules est tout aussi complexe. On va retrouver des suies, des métaux, des anions et une multitude de molécules organiques. Et à l'interface entre ces gaz et ces particules, on va retrouver les fameux composés semi-volatiles, qui ont la particularité d'être présents sur les deux phases, à des proportions différentes. Une molécule pourra être présente à 20% par exemple en phase particulière et 80% en phase gazeuse. Donc la semi-volatilité est définie en utilisant deux propriétés physiques. La première, la température d'ébullition, que la plupart d'entre vous connaissez, qui consiste à définir la température à laquelle une molécule passe de l'état liquide à l'état gazeux à pression constante sous chauffage. Vous connaissez tous la température d'ébullition de l'eau. Et on définit la semi-volatilité d'une molécule si sa température d'ébullition est comprise entre 250 et 390 degrés. Donc vous comprenez bien que l'eau n'est pas semi-volatile, c'est une molécule volatile. La semi-volatilité peut être aussi définie par la pression de vapeur saturante, qui est la pression exercée par une molécule sur son liquide dans une enceinte fermée à température constante. Et on définit aussi une molécule semi-volatile si sa pression de vapeur saturante est comprise entre 1 millipascal et 100 pascal. On va donc se dessiner trois parties. Une première, une partie qui est les molécules volatiles, entre les deux les molécules semi-volatiles et enfin les molécules non volatiles. Donc pendant cette journée, vous allez voir, il y a encore des sous-catégories dans cette semi-volatilité, mais je ne rentrerai pas dans le détail dans cette première présentation. Donc à titre d'exemple, comme molécule volatile, donc je vous l'ai dit, il y a l'eau, mais il y a aussi par exemple l'éthanol. En molécule non volatile, il y a un hydrocarbure aromatique polycyclique qui est l'indéno 1,2,3-C-dépyrène, que pas grand monde connaît, mais qui est connu pour ceux qui travaillent dessus. Et une molécule semi-volatile qui est un phtalate, qui est le phtalate de dibutyl, qui va donc être présent dans les lieux de travail, à la fois en phase particulière, mais aussi en phase gazeuse. Donc, on va les retrouver dans les lieux de travail, dans l'aérosol, donc dans la phase gazeuse et la phase particulière. Et ces molécules, par dépôt, seront aussi retrouvées sur les poussières et sur les surfaces. Parfois même, elles sont intégrées dans les matériaux. Vous allez voir tout au long de la journée qu'on va retrouver ces molécules dans de nombreux secteurs,
allant des transports au secteur tertiaire. Ces molécules sont souvent comprises dans des grandes familles de molécules de produits chimiques qui vont avoir des propriétés très différentes et qui peuvent être émis de manière très différente par des processus de combustion comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, par de la pulvérisation comme les produits phytosanitaires. Ils peuvent être intégrés dans les matériaux comme les phtalates et les retardateurs de flamme, mais aussi dans les produits de la vie de tous les jours comme les parabènes, les siloxanes et les muscs synthétiques. Ces molécules sont présentes partout et elles intéressent du coup les milieux du lieu de travail, mais aussi l'environnement et l'air intérieur et les habitations. Elles vont être retrouvées à des concentrations très variables qui peuvent aller du picogramme mètre cube au milligramme par mètre cube. Au niveau des voies d'exposition des salariés, elle va pouvoir se faire de 3 manières. Le contact cutané par dépôt directement sur la peau ou par contact avec des surfaces contaminées, par ingestion à travers le transfert main-bouche et par inhalation. Bien sûr, les voies d'exposition vont entraîner probablement des effets différents à ces molécules. Si l'on regarde un peu plus dans le détail l'inhalation de ces aérosols, la pénétration dans les voies respiratoires va être différente si l'on considère les gaz ou les particules. La pénétration des particules dans les voies respiratoires va dépendre de leur diamètre. Comme je vous l'ai dit précédemment, le diamètre des particules impacte beaucoup leurs propriétés physiques. On définit alors en hygiène industrielle 3 fractions qui décrivent l'efficacité de pénétration en pourcentage des particules dans les voies respiratoires en fonction de leur diamètre. La première fraction définit la fraction inhalable. Elle correspond à la probabilité d'une particule de rentrer dans tout le système respiratoire. La deuxième fraction est la fraction thoracique, c'est la probabilité pour une particule d'atteindre les voies respiratoires au-delà du thorax. Donc on exclut une partie des particules les plus grosses. Et la dernière fraction est la fraction alvéolaire, c'est la probabilité d'une particule pour atteindre le poumon profond. Donc on exclut encore plus les particules les plus grosses. À titre d'exemple, vous entendez souvent parler en environnement ou en santé publique des PM10 et des PM2.5, et même des PM1. Donc je vous ai mis une comparaison entre les fractions définies en santé au travail et les PM10 et les PM2.5. Donc les PM10 qui sont décrites en violet, en petits pointillés, on voit qu'elles sont très proches de la fraction thoracique, alors que les PM2.5 représentent une fraction quand même plus petite que la fraction alvéolaire. Donc les particules vont pouvoir pénétrer dans les voies respiratoires selon leur taille et s'y déposer et avoir une action sur le court, moyen ou le long terme. Les gaz, quant à eux, vont pénétrer intégralement dans l'arbre respiratoire et avoir une action plutôt systémique. Donc on va avoir une exposition différente si l'on prend en compte l'exposition aux particules et aux gaz. Donc comme je vous l'ai dit, les composés semi-volatiles sont à la fois présents sur les 2 phases. Donc il est essentiel de savoir s'ils sont plus sur la phase particulière ou sur la phase gazeuse. Sauf que ce partage entre particules et gaz pour ces molécules semi-volatiles n'est pas quelque chose de constant. Il va évoluer en fonction de différentes conditions que je vais vous citer tout de suite. Donc il va y avoir un effet de la température. Donc si l'on considère un aérosol qui a 50% de molécules semi-volatiles en phase gazeuse et 50% en phase particulière, et qu'il va y avoir un procédé qui va faire que le chauffage va augmenter ou qu'on va allumer le chauffage tout simplement, le jour va se lever, etc., on va avoir un déplacement de matière, de particules vers les gaz par évaporation. Donc la proportion de composés semi-volatiles présents en phase gazeuse va augmenter. Par opposition, lorsqu'on va avoir un procédé qui va tendre à diminuer la température, par exemple, vous allez démarrer avec un procédé chaud et l'air va se déplacer vers un air plus froid, vous allez avoir le contraire, donc c'est un transfert de matière de la phase gazeuse vers la phase particulière par condensation. Donc là, la proportion de composés semi-volatiles en phase particulière va augmenter et la proportion de ces composés en phase gazeuse va diminuer. Le renouvellement d'air va aussi faire varier ce partage gaz-particules. Lorsqu'on va avoir un apport d'air de dilution propre, les molécules semi-volatiles en phase gazeuse vont être diluées et on va avoir un transfert de matière de la phase particulière vers la phase gazeuse. La chimie peut aussi affecter ce partage. Une oxydation, par exemple, ou même la photochimie, peut conduire à la formation de composés soit plus volatiles, soit à la formation de composés moins volatiles, ayant une pression de vapeur saturante plus faible. Et vous allez voir dans la journée qu'il peut y avoir aussi la formation de particules à la suite de ces processus qui s'appellent des aérosols secondaires.
Donc toutes ces modifications dans le partage de ces molécules entre la phase gazeuse et la phase particulière va impacter la métrologie, puisque la mesure de ces molécules, on ne mesure pas de la même manière des particules et des gaz, donc il faut toujours trouver un compromis pour mesurer les deux en même temps et garder ce partage gaz-particules tel qu'il était au moment où le travailleur l'a respiré. Ça va avoir aussi un impact sur la prise en compte du risque, puisqu'on a vu que les expositions ne seront pas les mêmes selon que les molécules sont présentes en phase gazeuse ou en phase particulière, et aussi un impact sur l'épuration, puisqu'on n'épure pas de la même manière des gaz et des particules. Donc en conclusion pour cette présentation, on a vu que les aérosols semi-volatiles sont composés de molécules qui se partagent entre la phase gazeuse et la phase particulière. On peut les identifier en utilisant deux petites définitions qui prennent en compte leur température d'ébullition et leur pression de vapeur saturante. Et ils sont inclus dans un large panel de composés chimiques et de grandes familles de composés chimiques. On les retrouve partout dans de nombreux secteurs à des concentrations très variées. Et ils sont générés par des procédés ou intentionnellement ou non intentionnellement. Ils peuvent être aussi présents dans des matériaux. Ils représentent un enjeu puisque leur concentration peut varier en phase gazeuse et en phase particulière, ce qui peut impacter à la fois la métrologie, la prise en compte du risque et l'épuration, et plus globalement la prévention. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation, donc je vous remercie.